Bonsoir, voici les titres de ce journal. Un ancien employé de la mairie de Paris révèle un système d'écoute sauvage, de fouilles de bureaux et de filatures à la fin des années 80 à la mairie de Paris. La Cour de cassation annule une condamnation à 14 ans de réclusion prononcée contre un jeune Marseillais et ouvre ainsi la porte à une révision du verdict. Suite de manifestations de lycéens en France, le ministre annonce la déconcentration du système éducatif, mais les élèves se préparent à une grande manifestation demain. La pyramide de Khéops en Égypte souffrait d'asphyxie. À l'intérieur, on manquait d'air. Une société française permettra dans quelques jours aux touristes de retrouver le chemin de ses chambres intérieures. Au palais de justice de Paris, une partie d'un dossier d'instruction concernant l'église de Scientologie a disparu et l'on a cherché en vain jusqu'à présent où pouvaient bien se trouver ces pièces de procédure qui concernent une information judiciaire ouverte pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et complicité contre les scientologues. Compte tenu de la réputation de cette église de Scientologie, les plaignants s'inquiètent fortement de cette disparition d'une partie du dossier. Reportage Pascal Doucet-Bon, Yann Jiquel. Maître Olivier Maurice n'en décolère pas. L'avocat des adversaires de l'église de Scientologie s'attendait à faire avancer son dossier lundi dernier, mais il n'a pas pu, pour une raison bien singulière. Il s'agissait d'un dossier d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie. La chambre d'accusation devait décider du renvoi ou non de scientologues devant un tribunal correctionnel. Mais elle n'a rien décidé du tout, et pour cause. 1 tome et demi du dossier, les pages les plus importantes sont introuvables. Vol ou perte, personne ne peut le dire avec certitude, même si les adversaires de l'église de Scientologie ont déjà leur idée sur la question. Quand on connaît la puissance de la Scientologie, quand on connaît ses infiltrations partout, dans tous les milieux, dans tous les ministères, au milieu des hommes politiques, mais partout, eh bien on n'est pas du tout étonné. Bien sûr que quand même un volume et demi qui disparaît, c'est un petit peu curieux. L'église de Scientologie, elle, garde le silence. Son avocat préfère contre-attaquer sur un autre terrain. Les partis civils cherchent à dissimuler ce qui s'est réellement passé, puisque pendant plus de 3 ans, les partis civils qui ont initié cette procédure n'ont strictement rien fait. La justice française compte plusieurs instructions similaires. Une seule a abouti pour l'instant à un procès à Lyon. Les autres traînent en longueur et d'avis de magistrat, la disparition des dossiers parisiens n'est qu'une mésaventure de plus. Ce sont des choses extrêmement rares, les pertes de dossiers en original et en copie. Il faut se souvenir que la commission d'enquête parlementaire avait elle-même été infiltrée par l'église de Scientologie, donc c'est une demi-surprise. Où sont donc passés les dossiers manquants? Selon nos informations, la chambre d'accusation aurait réclamé ces pièces depuis 1 an au magistrat instructeur qui n'a pu les fournir. La perte ou le vol serait donc intervenu à ce niveau de la chaîne judiciaire et surtout depuis plusieurs mois. Le ministère de la Justice a promis de demander des comptes au tribunal de Paris. Il y aurait eu pendant 4 ans et jusqu'en 1990 un cabinet noir à la mairie de Paris. C'est un ancien gendarme employé à la mairie de Paris à l'époque qui l'a raconté à nos confrères du journal Aujourd'hui Le Parisien, en ajoutant qu'il avait procédé à des écoutes sauvages, à des fouilles de bureaux et à des filatures, le tout sur ordre bien sûr. L'ancien gendarme que vous allez entendre dans quelques instants avait été démissionné de son poste après une enquête interne demandée par M. Jacques Chirac, alors maire de Paris. Mais cet homme veut maintenant dire toute sa vérité. Reportage Mathieu Huchet, Maryse Richard. Humbert Rosenzweig n'a pas perdu la main. L'électronique a toujours été sa passion. Il fut recruté en 88 par la mairie de Paris comme chargé de mission. Sa mission, justement, espionner, écouter les employés de l'hôtel de ville. Dans Le Parisien ce matin, cet ancien gendarme dévoile l'existence de ce cabinet noir. Il a accepté de parler à visage découvert. Fouillé dans les bureaux de la ville de Paris, de la mairie de Paris. Nous ne sommes jamais sortis de ce cadre-là. Ça, je tiens à le préciser. Il y avait également des écoutes téléphoniques? Il y avait des écoutes. Alors, l'histoire des écoutes était vraiment le secret de Polichinelle, puisque nous avions parfois 2 ou 3 écoutes simultanées. Qui décidait? Le patron, Guy Legris, qui voulez-vous? Guy Legris, ancien commissaire de police détaché à la ville. Chef du service contrôle en 88, il aurait créé cette cellule d'écoute, recruté une dizaine de personnes et acheté micro et émetteurs. Qui était écouté? Quelles étaient les personnes écoutées? Il y en avait un petit peu partout, comme... des secrétaires? Des secrétaires, des directeurs, des ingénieurs...
ainsi de suite. Et ces personnes, on les soupçonnait de quoi? De complot, de... De malversation, de complot, je vous dis même le directeur de cabinet de M. Tiberi, M. Gramont, a été écouté. Humbert Rosenzweig ne travaille plus pour la mairie. En 90, première fuite dans le Canard enchaîné, Rosenzweig est remercié. En fait, il prétend qu'on lui aurait demandé de porter le chapeau. En contrepartie, on lui commande des rapports. Exemple, cette lettre de commande pour une étude sur les adolescents payée 130 000 francs. Un document signé Rémi Chardon, directeur de cabinet du maire. C'est cet homme qui avait demandé le renvoi d'Humbert Rosenzweig. Ils m'ont fait faire des études bidons parce que je n'ai jamais écrit une ligne sur ces études. Hein. Des rapports, c'est ça, des rapports. Je serais étonné que qui que ce soit puisse sortir une ligne de ces rapports parce que je ne les ai jamais faits. À qui rendait des comptes, Monsieur Legris? Ah ben, les comptes étaient rendus systématiquement à M. Tiberi. C'était l'adjoint, le premier adjoint. Hein. Jean Tiberi, sollicité par nos soins, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Néanmoins, son entourage dément toutes ces affirmations et précise que l'actuel maire de Paris ne connaît pas M. Rosenzweig. La Cour de cassation a annulé le verdict de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui, en 1994, condamnait M. Rida Dahlouche à 14 ans de réclusion criminelle pour coup mortel. Depuis, il y avait plus qu'un doute sur sa culpabilité puisque M. Dahlouche était hospitalisé le jour des faits qui lui ont été reprochés. Rappel avec Jacques Cardoz et Gérard Gallian. Il n'a jamais cessé d'y croire, Rida Dahlouche, seul d'abord du fond de sa cellule, 5 années durant, puis avec son avocat depuis sa libération, il y a maintenant 1 an et demi. Quand c'est pas vous, c'est pas vous. Vous n'allez pas avouer quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est impossible. Voilà. Et tant mieux. Et moi, lui, les 14 ans, ça prouve déjà que même si c'est dur pour la Cour de cassation de dire directement qu'il y a eu erreur judiciaire et même qu'ils veulent me faire passer par un nouveau procès, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Je gagnerai et je suis confiant. Et cette fois, pour prouver son innocence, Rida Dahlouche n'oubliera pas de faire mention de son alibi, à savoir ce certificat médical, un bulletin d'hospitalisation essentiel, puisqu'il montre que Dahlouche était bien ici le soir des faits, et non pas dans ce bar où a été commis le meurtre d'un dealer. En fait, lors du procès, Dahlouche, alors toxicomane, avait été victime de sa mémoire, confondant dates et lieux. C'est seulement en 96, 2 ans après sa condamnation, que son avocat a découvert ce certificat médical qui permet aujourd'hui le renvoi du procès. Ce procès, finalement, nous le désirons parce que, pardonnez-moi cette expression, il sortira de cette affaire par la grande porte et il vaut mieux pour lui qu'il soit totalement blanchi par une décision de justice avec un jury populaire qui se penchera sur son dossier et qui reconnaîtra cette innocence. Fait exceptionnel, un deuxième procès en assises va donc avoir lieu pour la même affaire. Mais il n'effacera pas les 5 années que Dahlouche a passées dans cette cellule. Alors Jacques Cardoz vient de le dire, Dominique, c'est un fait exceptionnel, c'est rare cette décision, mais bon, il y a peut-être des réserves à émettre quand même. Oui, parlons d'une demi-victoire pour l'intéressé et d'un demi-aveu pour la justice. Victoire parce que l'un des 2000 accusés que jugent par an les cours d'assises a réussi l'impossible. La justice a reconnu aujourd'hui qu'hier, elle s'est peut-être trompée. C'est suffisamment rare pour être souligné. Avant de rouvrir un dossier jugé, il fallait un élément nouveau. Depuis 1989, la justice s'est assouplie en apparence. Il faut désormais un fait de nature à faire naître le doute. Mais les dossiers très médiatisés de Guillaume Seznec ou de Miss Etienneau ont à chaque fois été voués à l'échec. Alors aujourd'hui, c'est l'alibi du condamné qui est à l'origine du doute qui habite les hauts magistrats. Mais ces derniers, j'allais dire, ont un doute sur le doute. Il n'est pas exclu, écrivent les juges, que l'accusé ait eu le temps de rejoindre le lieu du crime. Vous avez compris, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Alors les jurés d'Aix se sont peut-être trompés, mais ce sont aux jurés de Montpellier de faire la part des choses. Rida Dahlouche n'est pas réhabilité, il va être rejugé, un retour à la case départ pour l'accusé qui comporte un risque. Les jurés peuvent l'acquitter, comme ils peuvent très bien le condamner à nouveau. On l'aura compris, il revient donc à un jury populaire de dire si oui ou non il y a eu erreur judiciaire. Merci Dominique. Au cours du Conseil des ministres ce matin, Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, a fait une communication sur la réforme des tribunaux de commerce, réforme nécessaire et urgente, a-t-elle dit, qui permettra d'introduire une mixité entre magistrats professionnels et non professionnels dans ces tribunaux de commerce.
À l'Assemblée nationale, les députés de la Commission des finances ont écarté la rétroactivité du durcissement du régime fiscal de l'assurance vie. Le nouveau régime fiscal ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux contrats. Pour M. Dominique Strauss-Kahn, c'est un compromis acceptable, mais pour les députés de démocratie libérale, c'est une erreur du gouvernement qui avait prévu d'inclure les contrats déjà signés d'assurance vie dans les nouvelles dispositions de taxation. Explication avec Jean-Bernard Schmitt, Yann Fonty et Didier Dahan. Au siège de l'Association française d'épargne et de retraite, on reçoit chaque jour près d'une trentaine d'adhérents et de futurs souscripteurs. Bon, alors quel est le rapport de 97, l'intérêt? Oui. Entretien, conseils, la plupart des questions portent sur le produit phare de l'épargne française, l'assurance vie. On va enregistrer votre chèque qui sera en date de valeur du 16. Ouais, je me suis marié très tard et j'ai 4 enfants, alors je voulais assurer au moins leur éducation jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, plus de 40% des ménages ont souscrit un contrat d'assurance vie. Ce sont ainsi 3 000 milliards de francs, 2 fois le budget de l'État, qui sont investis dans l'économie. Une énorme réserve d'épargne qui jouit de quelques privilèges fiscaux. Qu'il y ait quelques avantages fiscaux, c'est normal. Il faut inciter les gens à prévoir à long terme et je crois que ça a été un des rôles de l'assurance vie. Dans son projet de budget, le gouvernement souhaitait revenir sur l'exonération des droits de succession dont jouit l'assurance vie en instituant une taxe pour les sommes supérieures à 1 million. Le ministre voulait que cette mesure soit rétroactive et concerne tous les contrats déjà souscrits. Tollé dans l'opposition et chez les assureurs, du coup le gouvernement revoit sa copie. La mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux contrats. La caractéristique de cette nouvelle solution de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle est moins dure sur le passé, mais plus dure sur l'avenir que ce que le ministère des Finances avait initialement prévu. Il faut bien se plier à la Constitution. D'abord, c'est une excellente nouvelle pour les épargnants français. Le gouvernement, tout compte fait, et après réflexion, a considéré que cette rétroactivité allait vraiment contre la crédibilité des pouvoirs publics. Manque à gagner pour le gouvernement 500 millions de francs. Il entend le compenser en instituant un prélèvement exceptionnel de 0,2% à la charge des entreprises d'assurance vie. Suite des manifestations des lycéens aujourd'hui, notamment à Metz, dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et en Moselle. Et dans la perspective d'un grand rassemblement demain à Paris, les lycéens ont tenté toute cette journée de s'organiser, de créer ainsi une nouvelle coordination. Reportage Hélène Lug, Vincent Bouffartig. Ce n'est encore qu'une ébauche de coordination nationale lycéenne. Une soixantaine de délégués venus pour moitié de Paris et sa banlieue et pour l'autre moitié de province. Chacun raconte sa grève dans son lycée ou dans son académie. On est parti, on a envoyé des délégués vers tous les lycées environnants pour voir un petit peu comment ça se passait. Et on s'est rendu compte que dans tous les autres lycées, il y avait aussi les mêmes problèmes. Et on a réussi à obtenir du recteur un rendez-vous pour lundi dernier à 3 h. Ça n'a pas été facile. L'objectif de la réunion, c'est de recenser les problèmes et d'établir une liste précise des revendications. Concrètement, on va faire un cahier de doléances qui sera présenté à Monsieur le Ministre. Et Monsieur le Ministre va donc faire, j'espère, tout son possible pour répondre à nos attentes. Mais certains veulent aller plus vite et plus loin. Il est urgent, selon eux, de structurer le mouvement. Il faut élire des délégués, ça veut dire qu'il faut une coordination lycéenne nationale qui se réunisse régulièrement, bien entendu. La parole, on l'écoute. Voilà, merci. L'idée a été retenue. Une réunion pour élire une coordination nationale est prévue samedi. Et pendant qu'à la Sorbonne, on essaie de trouver un langage commun, dans les lycées, on prépare activement la manifestation de demain. Les élèves du lycée Jacques Prévert de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise iront à Paris. On a eu un cap à la mairie de Beauchamp. Les mairies ont fourni 9 autocars pour transporter les lycéens. Craignant l'absence d'un véritable service d'ordre, les plus âgés se sont engagés à encadrer les plus jeunes tout au long de la journée. Oui, la préfecture de police de Paris a fait savoir qu'elle craignait des incidents demain. Le ministre Claude Allègre a reçu plusieurs responsables de région pour évoquer avec eux les questions de locaux scolaires et de leur entretien. Il a également demandé au ministre de la Défense d'envisager d'annuler l'incorporation de certains enseignants appelés au service militaire afin de les rendre disponibles. Et puis le ministre est revenu sur son choix politique de la déconcentration du système éducatif. Une réforme essentielle, selon M. Jospin. Cette déconcentration devrait permettre, comme c'est déjà le cas dans le primaire et dans le supérieur, de mieux gérer les problèmes des enseignants. Explication Nathalie Moisan, Bernard Puissessot. Claude Allègre l'a dit devant l'Assemblée nationale. Pour lui, le problème des sureffectifs dans les classes n'est pas dû à un manque d'enseignants, mais à leur mauvaise répartition sur le territoire.
Nous avons à des endroits des classes où il manque des enseignants, où elles sont surchargées, et à d'autres endroits, nous avons des enseignants qui n'ont pas de classe. Ce n'est pas une gestion qui est tolérable. La solution pour le ministre de l'Éducation nationale, modifier le système de mutation des enseignants. Les rectorats et non plus le ministère doivent gérer eux-mêmes leurs besoins. On appelle ça la déconcentration. Première modification, le calendrier. Aujourd'hui, un enseignant formule ses vœux en janvier et n'obtient parfois son affectation qu'en septembre. Avec la réforme Allègre, il pourrait gagner jusqu'à 5 mois. Autre avantage, une gestion plus directe. Pour le professeur qui veut muter de Bron à Villeurbanne, la décision ne passera plus par Paris. Selon le principal syndicat enseignant, le problème est ailleurs. Et la gestion de la majorité des enseignants est déjà très déconcentrée. On voit donc bien que le dysfonctionnement n'est pas lié au mode de gestion, mais il est lié principalement à l'insuffisance des recrutements d'enseignants et à l'insuffisance des moyens budgétaires. Pour le SNES, la vraie raison du manque de professeurs, c'est la baisse des postes au concours d'enseignants depuis 1996. La solution pour lui consiste donc à transformer les heures supplémentaires en emploi et non pas à redéployer les moyens déjà existants. À Saint-Mexan-l'École, dans le département des Deux-Sèvres, où hier après-midi une lycéenne a été tuée accidentellement par un camion semi-remorque, le chauffeur du véhicule a été mis en examen pour homicide involontaire. Dans l'académie de Toulouse, le recteur a annoncé hier soir, après la manifestation, qu'il débloquait 80 postes de maîtres auxiliaires. Mais les lycéens de Midi-Pyrénées ont choisi de continuer la grève malgré cela. Reportage Christophe Larocca, Olivier Combe. À Toulouse, l'annonce du recrutement de 80 maîtres auxiliaires supplémentaires n'a pas fait fléchir les lycéens. Cet après-midi, la quarantaine de membres élus ou autodésignés du comité de grève a maintenu son appel à manifester pour demain. Les propositions du rectorat ont été jugées nettement insuffisantes. Tout le monde pense qu'il n'y a pas assez de postes qui vont être créés et que, vu qu'il y a encore 300 professeurs auxiliaires en Midi-Pyrénées qui n'ont pas de poste et qui sont payés quand même, donc on pense que le recteur devrait réemployer ces profs-là pour créer de nouveaux postes et que les classes soient beaucoup moins surchargées. Au rectorat, pendant ce temps, la division du personnel s'active à sélectionner les candidats aux postes créés. Seront prioritaires les postulants déclarés admissibles au concours de recrutement des professeurs titulaires. Les autres seront choisis parmi les centaines de candidatures spontanées. Selon le rectorat, les 80 postes annoncés suffiront à combler les besoins des 360 collèges et lycées de l'académie. Ce sont les besoins en tout cas que nous avons identifiés à ce jour. Je pense qu'en tout cas ça nous permettra de sortir d'une situation un petit peu difficile dans de nombreux établissements. Le rectorat admet qu'il aura du mal à recruter dans certaines disciplines. De plus, peu de candidats sont disponibles pour des remplacements mal rémunérés aux confins de l'académie. Le calme observé ce matin dans les établissements sera donc peut-être de courte durée, d'autant que demain, les professeurs du SNES FSU de Midi-Pyrénées appellent à leur tour à des assemblées générales. Le président du RPR, M. Philippe Seguin, a annoncé qu'il se représenterait à la mi-décembre à la présidence du mouvement gaulliste. Et puis M. Jean-Pierre Chevènement devrait quitter à la fin du mois d'octobre l'hôpital du Val-de-Grâce. Le ministre de l'Intérieur était hospitalisé depuis le 1er septembre. Rue de Varennes, devant l'hôtel Matignon, c'est-à-dire l'hôtel du Premier ministre, les professeurs Léon Schwarzenberg et Albert Jacquard, entourés des militants de droit au logement, ont installé des chaises pliantes. Ils sont venus ainsi demander à M. Jospin qu'il s'intéresse de plus près au sort des personnes sans toit. Commentaire Alban Micosy et Guillaume Fautra. Ils ne sont pas très nombreux, 60 personnes tout au plus, enfants compris. Face à eux, une compagnie entière de CRS bloque tout passage, mais trop tard. Les 3 porte-paroles de l'association Droit au logement se sont installés là, juste devant l'hôtel de Matignon, les bureaux du Premier ministre, a priori l'un des endroits les mieux gardés du pays. Nous nous considérons comme les délégués des pauvres, des sans-logis, des mal-logés qui vont être expulsés, et nous demandons au Premier ministre qui en a les pouvoirs d'interdire, dans l'heure qui suit, toute expulsion jusqu'au 15 mars. 4 heures d'occupation symbolique et une entrevue avec le cabinet de Lionel Jospin, entrevue qui débouche sur un refus de modifier les règles. Pour moi, le socialisme, c'est autre chose. Comme la gauche était belle, il y a 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire lorsque le Parti socialiste participait à certaines actions de droit au logement, l'association estime que 300 000 personnes affronteront l'hiver dans des conditions précaires.
La France ne reprendra pas les négociations sur l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, AMI. Celui-ci devrait permettre de libéraliser des investissements directs étrangers, notamment en Europe, ce qui mettait en danger la notion d'exception culturelle française. Explication Daniel Wolfram, François Granier. L'AMI a pour but de libéraliser tous les investissements dans les pays souscrivant à cet accord, négocié depuis 1995 au sein des 29 pays industrialisés membres de l'OCDE. Dans le projet AMI, les entreprises étrangères doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages que ceux consentis aux sociétés nationales. En France, presque tous les investissements sont libres. À l'image d'une société comme Toyota, un industriel étranger peut y investir dans n'importe quel secteur dès l'instant où il respecte les législations en vigueur. Seule exception notable à la règle, l'industrie cinématographique nationale. Chaque film français bénéficie d'un fonds de soutien alimenté notamment par une taxe prélevée sur tous les billets d'entrée. C'est cette exception culturelle que les anglo-saxons, américains en tête, attaquent depuis des années. La France, pour sa part, fait remarquer que les États-Unis sont eux-mêmes très protectionnistes, puisque des centaines de barrières sont opposées aux sociétés étrangères désireuses d'y investir. Enfin et surtout, le projet AMI prévoit qu'en cas de litige, un tribunal commercial international peut arbitrer entre une société multinationale et un État, ce qui, aux yeux de la France, constitue une grave atteinte à sa souveraineté. Voilà pour les explications concernant l'AMI, et ça fait bien plaisir au Parti communiste et aux Verts qui ont manifesté bruyamment leur applaudissement à Lionel Jospin qui annonçait donc cet arrêt de l'AMI. S'agissant de la situation au Kosovo, le président yougoslave Slobodan Milosevic a désormais jusqu'à samedi matin pour se conformer aux exigences internationales. Mais déjà, l'accord obtenu à l'arraché par l'émissaire américain M. Richard Holbrooke a redonné espoir aux réfugiés. Commentaire Richard Binet. Durant 2 mois, ils se sont terrés là, dans cette cave d'une ferme abandonnée. Des réfugiés albanais du sud du Kosovo. Et aujourd'hui, on leur annonce qu'un accord a été signé, qu'ils peuvent sortir de leur trou et rejoindre leur maison. L'OTAN doit venir ici avec des armes, comme en Bosnie. Sinon, nous ne croirons jamais que nous pouvons rentrer chez nous en sécurité. La confiance perdue des civils albanais. Malgré l'aide humanitaire qui reprend peu à peu, les camions de vivres du HCR qui arrivent dans les villages, malgré la promesse du déploiement de 2000 observateurs, les 2 à 300 000 réfugiés auront du mal à retrouver le chemin de leur village. Ils savent qu'au moindre dérapage, ils seront à nouveau pris dans l'étau. Entre les forces du président Milosevic, dont un volte-face est toujours possible, et l'UCK, l'armée de libération du Kosovo, qui rejette tout accord sans indépendance. Loin de là, sur la base d'Aviano en Italie, l'OTAN poursuit sa démonstration de force. Le compte à rebours de 96 heures est toujours enclenché. D'ici là, les forces serbes devront avoir quitté le Kosovo. Et à ce moment seulement, les réfugiés albanais pourront tenter d'y croire. À Belgrade, après le soulagement exprimé hier par la population qui craignait ces attaques militaires des forces de l'OTAN, le débat politique et intellectuel porte aussi bien chez les universitaires que dans la presse sur les objectifs d'un combat nationaliste du peuple serbe, que l'on soit ou non favorable au président Milosevic. Reportage à Belgrade de nos envoyés spéciaux Patrice Romden, Jean-François Renou. Cet homme au physique de GI est une référence. Son arrière-grand-père fut Premier ministre du royaume de Yougoslavie en 1918. Lui est historien. Il ne conteste pas la force d'un nationalisme serbe, mais replace le phénomène dans un contexte régional. On voit ça aussi en Bulgarie, on voit en Croatie aussi, on voit ça presque dans toutes les régions des Balkans. Ce n'est pas seulement en Serbie, mais c'est seulement en Serbie qu'un gouvernement communiste propre est resté au pouvoir. Et c'est la différence la plus importante entre la Serbie et les autres endroits des Balkans. Un gouvernement communiste, donc une presse sous surveillance. Dans ce journal indépendant, on fait attention à ce que l'on écrit et l'on souhaiterait être suffisamment libre pour jouer un rôle pédagogique auprès de la population. Des crimes ont été commis par des Serbes.
Tout cela a été fait au nom du peuple serbe. Mais le peuple serbe n'en a pas conscience. Si on prend le cas des Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a expliqué ce qui s'est passé. Mais en Yougoslavie, il n'y a aucune volonté d'expliquer quoi que ce soit en ce moment. Eux tentent de le faire, mais ils tirent à 20 000 exemplaires. Demain, ils auront l'audace de titrer sur un possible dénouement de la crise au Kosovo. C'est un économiste indien, M. Amartya Sen, originaire du Bengale, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour, je cite, sa contribution à l'analyse du bien-être économique et ses études sur les aides sociales et sur la pauvreté. M. Amartya Sen est actuellement professeur à Cambridge, en Grande-Bretagne. M. Sen connaît bien la situation aussi au Bangladesh également, où les inondations de ces dernières semaines auraient fait non seulement des morts et des dégâts matériels, mais aussi plus de 20 millions de personnes sans abri. Depuis plusieurs années, d'importants travaux de digues ont été réalisés pour combattre la montée des eaux et les inondations. Donc, vous voyez ce reportage sur les digues du Bangladesh de Joy Banerjee et Jean-Philippe Izel. La digue fait 3 km de long. Elle protège Sirajganj, une ville de 400 000 habitants des débordements du Brahmapoutre. Construite il y a 5 ans, elle fait partie des 26 projets du plan d'action contre les inondations mis en place après la crue de 1988 qui avait fait plus de 2000 morts. Cette année, la ville a été épargnée, mais on a eu peur. Cette brèche témoigne de la puissance du fleuve en crue. La digue nécessite des réparations. Elle a déjà pourtant coûté 60 millions de francs. Une débauche d'argent qu'on pourrait, selon les opposants à ces projets, mieux utiliser. Nous avons déjà 30 ans d'expérience de digues qui ne fonctionnent pas. La question est donc, qu'aurait-on pu faire avec cet argent ? Ne vaudrait-il pas mieux aider les pauvres du Bangladesh plutôt que d'en faire profiter les grandes multinationales? En plus, les ouvrages qu'elles construisent se cassent et elles réclament d'autres études pour les réparer. On répare les ouvrages endommagés, mais on a renoncé à couvrir le pays de digues. En 10 ans, la communauté internationale a déjà dépensé 900 millions de francs. De l'argent qui sauve des vies, explique-t-on ici. Nos opposants affirment que l'endiguement c'est mauvais. Ben, on ne peut pas simplement dire ça. Un homme dont la vie a été sauvée par une digue, pensez-vous qu'on puisse lui affirmer que les digues ne servent à rien, qu'il faudrait les démolir? Ben non, on ne peut pas. Malgré l'absence de digues, la vie continue. En une année, le lit du fleuve peut se déplacer de plusieurs kilomètres et engloutir des milliers d'hectares cultivables. Quand j'étais petit, il fallait que je marche 4 heures pour arriver au bord du fleuve. Et aujourd'hui, regardez, il est là derrière moi. La culture du riz est possible grâce à la proximité du fleuve. On va même jusqu'à rêver de semences qui résisteraient aux crues exceptionnelles. Mais en attendant, il faut l'eau du fleuve pour faire pousser le riz. Mais là, c'est trop. Regardez mon terrain. Tout est pourri. Le Brahmapoutre est loin d'être domestiqué. Sur les rives du fleuve, les Bangladeshis ne se font pas d'illusions. Il faudra encore survivre à de nombreuses autres inondations. À Londres, des associations de défense des libertés individuelles s'inquiètent de la mise en place d'un système de vidéosurveillance. À partir d'une simple photo de police que l'on rapproche d'images prises en permanence par des caméras de surveillance installées dans le centre de la capitale anglaise, on peut ainsi traquer toute personne suspecte. Et vous allez le voir, le quartier général de ce système est plutôt très bien équipé. Reportage de notre correspondant permanent à Londres, Étienne Lénart. La salle de vidéosurveillance d'une banlieue moyenne de la capitale britannique. Ici, jour et nuit, 140 caméras surveillent les artères principales, les entrées de parking, les stations de métro. Bref, difficile d'échapper à la vigilance des employés de la municipalité, chargés en cas de problème d'avertir la police. Voici maintenant la dernière petite merveille qui va être testée pendant 6 mois. À droite de l'écran, la photo d'un présumé suspect fourni par la police. En l'occurrence, ce matin, pour la démonstration, un employé de la municipalité
faisant le pied de grue devant la station de métro et donc sous l'œil d'une caméra. L'ordinateur va contrôler en permanence toutes les images transmises par toutes les caméras du réseau. Si l'une d'elles permet d'établir une ressemblance entre la photo et l'image vidéo, un système d'alerte avertit l'opérateur. C'est à l'opérateur de décider si l'individu filmé par la caméra est bien celui qui est sur la photo. La machine n'est là que pour les alerter. Elle est assez fiable. Il reste une marge d'erreur de 10 à 20%. Ces caméras capables de surveiller Monsieur Tout-le-Monde et dont la qualité technique permet même d'aller vérifier jusqu'au prix des soldes dans les vitrines de magasins sont régulièrement dénoncées par les défenseurs des libertés individuelles. On n'est pas très loin des fantasmes littéraires de George Orwell et de son Big Brother, mais la police se veut rassurante. Si vous êtes une honnête personne, votre photo ne sera pas rentrée dans l'ordinateur. Il n'y a donc aucun risque. Seuls les voleurs ont à craindre de ce nouveau système. Et je ne vois là aucun problème par rapport aux libertés individuelles. Reste le pourcentage d'erreurs d'identification, toujours possible. La compagnie affirme qu'à 80% son système est fiable, ce qui implique mathématiquement que dans les mois qui viennent, une personne sur 5 sera interpellée à tort, l'ordinateur ayant cru la reconnaître. Voici le dernier album d'Enki Bilal. Cela faisait plusieurs années qu'il n'avait pas produit dans ce genre. L'album s'intitule Le sommeil du monstre. L'histoire racontée et dessinée se situe au cœur du conflit bosniaque. Et puis pour ajouter cette publication, les originaux du sommeil du monstre sont exposés à Paris dans le 7e arrondissement. Rencontre avec Enki Bilal par Jean-Marc Froissart et Christophe Hérault. L'univers d'Enki Bilal est à la fois futuriste et nostalgique. Celui qui avait imaginé et dessiné la chute de l'Empire soviétique est un visionnaire. Avec ses petites histoires, il raconte l'histoire avec un grand H. Et ce qu'il imagine dans son dernier album est plutôt sombre. Les héros du sommeil du monstre sont 3 orphelins de Sarajevo qui, en 2024, alors qu'ils ont 30 ans, essayent de reconstituer l'histoire de leur naissance et de leur pays. Un pays tombé sous la coupe d'une secte obscurantiste. Pour la première fois, l'ex-Yougoslavie, pays d'origine de Bilal, apparaît dans un de ses albums. Deuxième révolution dans cet album, l'utilisation de la peinture. Fini les petites cases dessinées méticuleusement à la gouache, maintenant Bilal peint. Avec des brosses ou avec les doigts, il mélange acrylique et pastel sur des cartons grand format. Je considère qu'en fait un auteur de bande dessinée, quelqu'un qui dessine, qui raconte, c'est un peu un peintre, mais simplement il se met au service d'une histoire et d'une narration. Donc pour l'instant je suis peintre de mes histoires. Ces peintures, Bilal les a faites sur ses propres croquis au crayon qu'il a agrandis à la photocopieuse. Le scénario, les dialogues, il a tout mis sur disquette et c'est l'éditeur qui a composé l'album à distance sur ses indications. Là encore, une première. Enki Bilal n'avait pas sorti d'album depuis 6 ans. Il a fait des films et des décors pour la danse. Cette première fiction sur la Yougoslavie éclatée marque son grand retour à la bande dessinée. Je pense que j'ai rarement été aussi appelé, aussi happé par un thème, réellement. J'ai toujours pris du plaisir à tous mes travaux de dessinateur, mais là je crois que ça a été plus qu'un plaisir, ça a été aussi une nécessité. Dans une galerie au pied de la Tour Eiffel, Bilal a installé une petite crypte où l'on peut découvrir ses originaux, une atmosphère qui rappelle le siège de Sarajevo quand l'électricité était coupée. Mais l'album échappe à la clandestinité, tiré à 300 000 exemplaires, c'est la première vente de BD de la rentrée. Voilà, et puis dans les kiosques, je vous présente un nouveau magazine, Art Actuel, le premier magazine grand public consacré à l'actualité de l'art contemporain. Ça vaut 25 francs. En Égypte, depuis le début du mois d'avril, on ne visitait plus la chambre royale de la grande pyramide de Khéops. À l'intérieur, l'air était irrespirable et le calcaire de la pyramide commençait à souffrir du gaz carbonique. Cela faisait 8 ans que la ventilation était hors service. Il était donc grand temps de faire appel à une firme française spécialisée. Le travail a été fait, bien fait et gracieusement en plus. Reportage Gérard Dalmaz. Triangle sacré, bâti pour faire la courte échelle au pharaon Khéops vers le ciel du dieu Ra, le soleil, il y a 4500 ans. 221 marches colossales que seule l'âme du roi avait le droit d'escalader. Gratte-ciel de l'antiquité mystérieuse que le Caire tient à distance à peine respectueuse, Khéops avait urgemment besoin des médecins de la technique française pour ses entrailles. Khéops étouffait. Chaleur, humidité, poussière. Alors, la SIAT, compagnie industrielle française des applications techniques, a offert le remède idéal.
Sur les pentes, à 80 mètres, 2 ventilateurs à l'extrémité des cheminées prévues d'origine pour aérer la chambre de la dernière demeure du pharaon. Sous les voûtes, soutenant des millions de tonnes, le visiteur des profondeurs perdait en 1 heure 110 calories et 130 grammes de transpiration dans une atmosphère non ventilée à 22 degrés. Et comme il faut compter 4 à 5 000 entrées jour, le touriste s'asphyxiait, le calcaire des blocs se sentait mal. Fini, le touriste respire, la pyramide aussi. D'ailleurs, voici son premier soupir de soulagement, une bouffée de poussière millénaire. 3 semaines de vertige, de travail acharné par 45 à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. La plus haute montagne magique du monde peut à nouveau accueillir ses admirateurs. Et si vous faites partie de ces admirateurs, effectivement, la réouverture, c'est courant novembre pour les galeries de la pyramide de Khéops. Sport, voile, dans la course autour du monde en solitaire, le Français Marc Tiercelin est le premier à franchir l'équateur dans la direction du Cap en Afrique du Sud, terme de la première étape. Et puis, bonne surprise, la Française Isabelle Autissier occupe la 2e place. Commentaire Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Marc Tiercelin en ce moment, c'est un peu comme un maillot jaune en plein Tour de France cycliste. Il est en tête après la montagne, mais l'arrivée est encore loin. Ce matin, Marc a coupé le premier la ligne de l'équateur, passage symbole qui le voit plonger désormais dans l'hémisphère sud. Tiercelin, l'échappé, ne possède cependant qu'une faible avance sur Isabelle Autissier. Moins de 140 km séparent les 4 premiers. À l'échelle d'un tour du monde, que c'est petit. Depuis le départ, la bataille entre les skippers est intense. Dès qu'on fait un peu, on se relâche un peu, on fait une erreur tactique et tout, ben on le paye, on prend 10 000, 20 000. Ça demande d'être beaucoup plus à l'affût. Et c'est aussi là où je rencontre un petit peu des soucis, moi, du fait d'avoir un bateau qui n'est pas complètement fini. La bonne surprise du jour, c'est donc la jolie remontée d'Isabelle Autissier qui pointe désormais en 2e position. Déjà moins rapide que les autres, du fait de son ancienneté, son bateau a subi une avarie la semaine dernière. Mais après avoir réparé et son bateau et son moral, Isabelle revient fort. C'est vrai que se dire, bon bah ça fait rien, envers et contre tout, je continue, j'y arriverai, je veux pas me laisser mettre minable. C'est un peu bébête, hein, ça fait un peu simpliste comme raisonnement, mais ça marche en fait, parce que je crois qu'on a un orgueil de coureur. Pour conclure provisoirement, et sans chauvinisme aucun, quoique, la vérité oblige à dire qu'au jour d'aujourd'hui, la France règne sans partage sur la course, Tiercelin et Autissier devant les 2 Anglais Hall et Golding, pourvu que ça dure. Voilà, fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information que nous avons développée au cours de cette édition, suite de la mobilisation des lycéens qui doivent manifester demain à Paris. Attention, la police craint des incidents. Juste après le générique, la météo, Isabelle Martinet, gris au nord et beau au sud, comme d'habitude. Michel Morgan ensuite dans un téléfilm intitulé Des gens si bien élevés. Puis ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Le dernier journal à 0h45 vous sera présenté par Florence Duprat, suivi du Cercle de Philippe Lefebvre. À demain 20h. Bonsoir. Merci.